Bienvenue dans la Maison 4, un podcast spontané dans lequel je te partage des clés de compréhension autour du transgénérationnel, des mémoires familiales, mais aussi de l'astrologie et des mémoires du corps. Attrape une boisson chaude, un plaid, installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. C'est un podcast avec un petit peu de retard pour ceux qui sont habitués à ce qu'il sorte le mercredi matin à 8h. Il va sortir il sort ce mercredi dans l'après-midi. C'est une semaine un petit peu chargée pour moi puisque j'organise ce week-end une retraite de 3 jours, la retraite d'hiver. Et voilà, comme je ne me suis pas forcément bien organisée les semaines précédentes, j'ai pas d'avance sur le podcast, j'avais pas mal encore de préparation de la retraite, tout ce travail de l'ombre qu'on voit pas forcément mais qui est pourtant présent quand on facilite un espace comme celui-là. Donc voilà, il est 13h54 et je prends enfin le temps d'enregistrer le podcast. C'est quand même important pour moi que l'épisode ait lieu et qu'il y ait cette régularité. Donc voilà, j'accepte et j'accueille le fait qu'il y ait un petit peu de retard, mais que l'épisode soit quand même là. Du coup, je vous cache pas que niveau inspiration, j'en ai aussi un petit peu moins parce que je suis pas mal focalisée justement sur la retraite. Je pense que justement en revenant de la retraite, j'aurai beaucoup d'inspiration parce que on va vivre plein de choses et notamment des constellations. Donc il y aura sûrement des retours d'expérience que j'aurai envie de vous partager. En tout cas, souvent après des week-ends ou des espaces que je facilite, j'ai plein d'idées. Mais là, je suis tellement focalisée sur la retraite que je suis un petit peu en panne d'inspiration. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une boîte à questions il y a quelques jours sur Instagram et que je vous ai demandé quels seraient les sujets que vous aimeriez que j'aborde ou est-ce que vous avez des questions. Et j'avais reçu aussi pas mal de questions quelques jours avant sur les constellations. Donc, je fais un mix de tout ça et je lance un nouveau format aussi du podcast, après le format à cœur ouvert, comme l'épisode de la semaine dernière dans lequel je parle un petit peu plus de moi. Là, c'est un format foire aux questions. Et du coup, j'ai pris plusieurs questions ou plusieurs thématiques qui m'ont été déposées, qui m'ont été posées. Et je vais y répondre dans cet épisode. Voilà, donc on va aborder différents sujets, plein de choses un petit peu différentes. Je vais essayer de prendre que quelques minutes par question pour pas que ce soit un épisode beaucoup plus long que d'habitude. Mais voilà, pour pouvoir aussi répondre de manière un peu plus personnalisée à certaines questions. Alors, la première question que j'ai reçue, c'est par rapport à l'astrologie et le transgénérationnel. Pourquoi lier l'astrologie et le transgénérationnel ? Donc c'est vrai que dans ce podcast, je parle principalement de transgénérationnel, je parle assez peu d'astrologie. Il y a certains épisodes que vous pouvez retrouver un petit peu plus détaillés sur la Lune, sur la Maison 4, voilà, des choses comme ça. Pourquoi j'ai lié les deux ? En fait, parce que moi, j'ai découvert justement qu'il y avait un lien entre les deux. Et que je trouve que passer d'abord par l'astrologie pour aller explorer le transgénérationnel, ça peut faire gagner vachement de temps. Je m'explique. Moi, je me suis formée à l'astrologie début 2021. Donc vraiment de l'astrologie générale pour lire une carte du ciel. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'astrologie, il faut savoir que moi, j'utilise l'astrologie non pas de manière prédictive, mais vraiment comme un outil de connaissance de soi, au même titre que le human design ou d'autres choses. La numérologie, par exemple, voilà, des choses comme ça. Donc, en fait, au moment où on est, à l'heure précise, le lieu, la date où on est, on a ce qu'on appelle notre carte du ciel. En fait, c'est comme si on faisait une photographie du ciel tel qu'il est au moment précis de notre naissance. Et donc, dans ce ciel, il y a où sont situées en fait les différentes planètes du système solaire. Donc, en astrologie, on parle de 10 planètes, dont d'ailleurs les 2 astres que sont le Soleil et la Lune. Et en fait, c'est cette idée que chaque planète a une fonction psychologique. Chaque planète sert à quelque chose. On va avoir une planète qui nous parle de la façon qu'on a d'être à l'extérieur, le soleil. La lune, ça va être plutôt nos besoins intérieurs, nos émotions, notre intuition. Vénus, c'est la façon dont on entre en relation, etc. Donc vraiment, chaque planète, elle a une spécificité. Et au moment de notre naissance, du coup, ces planètes, elles sont dans différents signes. Et donc, utiliser l'astrologie comme un moyen de connaissance de soi, c'est en fait aller lire le placement de ces planètes comme des potentiels, des dons, des défis, des challenges, etc. Donc je me suis formée à l'astrologie, j'ai pratiqué comme ça pendant quelques années et j'ai découvert ensuite et j'ai suivi du coup une formation complémentaire pour pouvoir lire aussi la carte du ciel du point de vue des mémoires familiales. Il y a plein de points de mémoire dans la carte du ciel, c'est vraiment hyper intéressant et en fait
selon le prisme, le niveau de lecture qu'on va prendre, on peut aller voir en fait des couches différentes, des choses différentes. Donc moi, c'était un moment donné où le transgénérationnel prenait beaucoup de place dans ma vie, dans mon chemin personnel, et commençait à en prendre aussi au niveau professionnel. Et donc je me suis formée pour pouvoir ajouter cette grille de lecture. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on va avoir certaines maisons astrologiques spécifiques, la 4, la 8, la 12, et on peut aussi voir nos figures parentales symboliquement, que sont la Lune et la planète Saturne. Et donc je l'ai intégré à mes séances. Aujourd'hui d'ailleurs je ne fais plus que ça, je ne fais plus de lecture de cartes du ciel classique ou vraiment exceptionnellement sur demande. Et je me rends compte dans les accompagnements que je fais, quand j'accompagne des personnes sur 6 séances, aujourd'hui c'est ce que je propose, je passe systématiquement dans les premiers rendez-vous par une lecture de cartes du ciel du point de vue des mémoires. Pourquoi ? Parce que ça va soulever des thématiques, ça va me permettre moi de poser des questions, d'axer certaines questions en fonction de ce que je vois, en sachant bien sûr qu'il n'y a pas de vérité et que la carte du ciel ne va pas vous dire ce qui s'est passé en 1923 pour vos arrière-grands-parents. C'est pas aussi précis que ça, et puis ça reste pas une science exacte, évidemment, c'est un langage symbolique. Mais j'ai remarqué que le fait de partir justement de certaines thématiques qui, moi, vont m'attirer l'œil dans la carte du ciel quand je vais regarder du point de vue des mémoires, ça va me permettre de poser certaines questions que peut-être je n'aurais pas posées et des sujets que peut-être on n'aurait pas abordés si on était resté en séance classique d'échange. Alors que parfois, c'est justement ces questions-là et ces liens que je vais faire durant la séance qui vont permettre de mettre le doigt sur une origine transgénérationnelle d'un blocage, une problématique ou autre. Donc moi je trouve aujourd'hui que même si encore une fois c'est à prendre avec de la distance, du discernement et de ne pas en faire des vérités, il faut faire très attention à ça, aussi bien moi quand je propose ça à un consultant et puis la personne en face, c'est vraiment de voir comment ça résonne en fait pour chacun, mais parfois ça fait gagner un temps incroyable parce que en une séance on a été touché la problématique, une potentielle origine et on peut ensuite travailler autour de ça. Donc quand je dis des thématiques, c'est par exemple, on peut voir un déséquilibre dans le féminin et le masculin et du coup on va aller sur des questions de quelles étaient les représentations du féminin, du masculin, du couple, etc. On peut voir qu'il peut y avoir des transmissions de croyances autour du côté professionnel, par exemple. On peut voir qu'il y a peut-être des absences du côté paternel, du côté masculin. On peut voir aussi, ou en tout cas, émettre l'hypothèse d'une parentification. Donc, c'est-à-dire qu'en enfant, on est devenu adulte très tôt, on a eu des responsabilités très tôt. Voilà, ça permet vraiment de mettre le doigt sur plein de sujets différents. Et donc, moi, je trouve que ça fait gagner un temps fou et que ça reste, en fait, la carte du ciel, ça reste vraiment un support de discussion, un support d'échange. Voilà pour ça. Il y a une autre question qui m'a été posée, que je trouve hyper intéressante, parce qu'elle parle aussi de la posture quand on accompagne. Donc là, je trouve que c'est intéressant de le savoir pour tout le monde. Et puis peut-être que particulièrement pour les professionnels de l'accompagnement, ça parlera. Parce que c'est aussi des choses dont je parle dans mon initiation héritage, l'initiation au transgénérationnel qui est vraiment ouverte aux professionnels. On m'a demandé s'il y avait des risques de décompensation psychologique en constellation, en faisant des constellations, et notamment des constellations familiales. Alors, décompensation, qu'est-ce que c'est ? C'est quand, tous nos mécanismes de défense, tout ce qu'on a pu se construire en fait jusque-là, parfois pour survivre, donc ça peut être parce que, par exemple, on a vécu des événements traumatiques, parce que, on s'est construit une personnalité, notre ego, entre guillemets, notre mental a construit aussi des barrières de protection, etc. Et on parle de décompensation quand un événement, ou pas, d'ailleurs il n'y a pas forcément d'événement, ça peut arriver, mais quand quelque chose d'extérieur, en tout cas, fait tomber d'un coup toutes ces barrières, fait tomber d'un coup toutes ces constructions, toutes ces protections qu'on s'était mises. Et derrière, ça peut donner des troubles psychologiques parce que du coup, c'est comme si on ne savait plus vraiment quoi faire avec qui on était, Vous savez, peut-être que ça va vous parler si vous êtes déjà sur un chemin, que vous faites des thérapies, que vous allez voir des professionnels, etc. Moi, je parle souvent d'enlever des couches de l'oignon.
Et ces couches de l'oignon, on les enlève au fur et à mesure, en fait. Parfois, c'est frustrant parce qu'on voudrait que ça aille plus vite. Mais moi, je trouve qu'il y a une justesse et qu'il y a un timing aussi là-dedans qui fait qu'on ne peut pas tout enlever d'un coup parce que, justement, ça pourrait être trop violent. Donc moi, je suis tout à fait OK avec la frustration et ça m'est déjà arrivé dans des accompagnements que des personnes soient frustrées parce qu'elles auraient aimé aller plus loin. Sauf que c'est pas possible à ce moment-là et que justement, il y a peut-être encore trop de barrières psychologiques ou autres. Donc peut-être que ça vous parle et que vous voyez, voilà, au fur et à mesure que vous enlevez des couches de l'oignon, il y a des choses qui changent dans votre comportement, dans votre personnalité, dans votre façon de vous affirmer, dans votre façon d'être avec les autres, d'être avec vous, etc., etc. Ça se fait graduellement, en fait, de manière saine en tout cas. Et quand on parle de décompensation, c'est quand, par exemple, ça se fait tout d'un coup. En fait, il y a toutes les barrières qui s'abaissent d'un coup. Et donc, il y a vraiment un risque de plus vraiment savoir qui on est et comment faire, du coup, avec tout ça. Donc, est-ce qu'il y a un risque de décompensation avec les constellations ? Je dirais que, comme pour toute thérapie, le risque, il va être présent si l'outil n'est pas maîtrisé, s'il n'est pas accompagné avec justesse par la personne du coup qui propose cet espace-là. Donc je parle des constellations parce que c'est ce que moi je fais et c'est la question qui m'a été posée. Mais pour moi, ça vaut dans tout type de thérapie. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'exercer aussi son discernement en tant que consultant, de faire attention à qui on va voir, de faire confiance, de se sentir en confiance. Et puis en tant que thérapeute, c'est hyper important aussi de connaître ses limites, de connaître les limites de la personne et de jauger aussi jusqu'où c'est possible d'aller ou pas. Donc je dirais que oui, si le cadre n'est pas sécure, si voilà, on ne se rend pas compte que la personne a énormément de barrières, de protection et que on y va d'un coup en mode bourrin sans prendre en compte ses ressources internes, c'est-à-dire la sécurité intérieure, la capacité à s'autoréguler, la capacité à accueillir ses émotions, la capacité à prendre soin de soi, etc. Plus les ressources extérieures. Est-ce que la personne est entourée ? Est-ce que la personne a des proches sur qui elle peut compter ? Est-ce qu'elle a d'autres professionnels de santé ou autres qui la suivent, etc., etc. Tout ça, c'est vraiment à prendre en compte et oui, moi, sur certaines constellations, je fais en sorte de sentir, en fait, jusqu'où je peux aller avec chaque personne. Et ce sera différent pour chaque personne. Je sais que, par exemple, il y a des femmes que j'accompagne maintenant depuis plus d'1 an sur des constellations. On a avancé sur différents sujets. J'ai vu aussi leur capacité aussi à prendre soin d'elles durant les phases d'intégration, leur capacité à demander de l'aide durant les phases d'intégration aussi. Donc, voilà, je sais qu'avec certaines personnes, je peux permettre de pousser un petit peu plus parfois sur les constellations ou autres. Généralement, quand c'est quelqu'un qui vient me voir pour la première fois, je vais y aller à tâtons parce que justement, j'ai pas forcément ce recul-là. C'est aussi pour ça que maintenant, je prends le temps, notamment avant les retraites, avant les journées en présentiel, le plus possible en tout cas de prendre un espace d'échange avant les personnes ou en tout cas d'avoir des informations. Et je propose aussi systématiquement un temps d'intégration derrière qui n'est pas obligatoire, c'est vraiment en fonction de chacun, mais il est proposé, il est là et j'insiste vraiment dessus. Donc tout ça, ça fait partie pour moi du cadre qu'il est important de poser en tant que professionnel, thérapeute. Et puis, c'est aussi à chaque personne consultante, du coup, de prendre sa responsabilité et de se dire aussi, voilà, moi, jusqu'où je me sens capable d'aller et comment je me sens capable aussi de demander de l'aide, de ne pas rester seule s'il y a quelque chose d'inconfortable derrière et de pouvoir avoir du soutien. Donc, le risque de décompensation, pour répondre de manière courte, oui, il existe. Et il existe comme dans toute thérapie et c'est aussi pour ça que c'est vraiment important de faire attention à ce qu'on fait et avec qui. Voilà. On m'a aussi demandé de parler un petit peu, donc je change de sujet, je switch, des familles recomposées en transgénérationnel. Alors, il y a plusieurs choses à ce niveau-là, sans forcément rentrer trop dans les détails. Ça va dépendre aussi de quel type de famille recomposée, évidemment, mais ce qui est important déjà à prendre en considération, c'est qu'un enfant reste toujours lié à son système familial biologique d'origine. Donc, même si, par exemple, il va grandir avec une belle-mère quasiment dès la naissance,
ou avec un beau-père, prenons plutôt dans ce sens-là, avec un beau-père quasiment dès sa naissance et qu'il n'a pas connu son père biologique ou très peu, il reste quand même lié au système familial de son père biologique. Le beau-père ou la belle-mère ne prend pas la place du père biologique et n'entre pas en compte en fait dans le système familial de l'enfant. Moi, ce que j'ai pu observer, et ce que j'ai beaucoup lu aussi, c'est que très souvent quand même, quand il y a donc un beau-parent qui va presque prendre la place physique en tout cas du parent, ou même en cas d'adoption, souvent on dit que les deux systèmes familiaux restent quand même liés. C'est-à-dire que le système familial d'origine du père, par exemple, va quand même résonner et entrer en miroir avec le système familial du beau-père. Donc il peut y avoir des problématiques similaires, il peut y avoir des mémoires similaires, il peut y avoir des événements traumatiques similaires. Donc il y a quand même un miroir, mais l'enfant il reste quand même lié à son système familial d'origine vraiment biologique. Même en cas d'adoption, voilà, ça c'est vraiment important. Ensuite, quand il y a donc des beaux-parents qui entrent dans la vie de l'enfant, en plus des parents d'origine, c'est important. Ce qui va être important, ça va être le principe en transgénérationnel de l'ordre en fait, de l'ordre et de la hiérarchie, l'ordre d'arrivée dans le système familial. Donc, c'est-à-dire que si moi je rentre dans un système familial en tant que belle-mère, il y a déjà un enfant. Et du coup, il y a une mère, la mère de cet enfant, même si aujourd'hui, les parents sont séparés. Donc moi, en tant que belle-mère, je dois respecter le fait que, l'enfant était là avant moi, dans la vie, du coup, de son papa. Donc il a une préséance sur moi, c'est-à-dire que ce ne serait pas juste que le papa de cet enfant me fasse passer moi en priorité par rapport à l'enfant. Les besoins de l'enfant doivent être prioritaires et l'enfant doit être écouté pleinement au-delà des besoins du coup de la belle-mère ou du beau-parent qui rentre. Parce que l'enfant était là en premier. Il est dans son système familial d'origine. La deuxième chose, c'est aussi que moi, en tant que belle-mère et en tant que deuxième conjointe ou deuxième épouse, peu importe, je me dois aussi de respecter qu'il y a eu une femme avant moi qui a été la mère de cet enfant, qu'il y a eu une épouse avant moi, une conjointe avant moi, et que du coup je suis la deuxième. C'est un peu comme dans une fratrie, même si la relation n'est pas la même, évidemment on n'a pas une relation de fratrie avec les ex de nos mecs, voilà. Mais c'est de se dire, je suis la deuxième. Je suis la deuxième épouse, par exemple. Si j'ai un enfant avec cet homme-là, je suis la deuxième femme avec qui il va concevoir un enfant. Je ne suis pas la première. Et donc, je me dois aussi, d'une certaine manière, de respecter cet ordre naturel-là et cette femme qui était là avant moi. Donc, j'ai envie de dire, bon voilà, là, il n'y avait pas de question particulière, on était simplement sur le sujet des familles recomposées. Mais ce que je peux partager par rapport à ça, c'est que les familles recomposées, pour que ça se passe du mieux possible pour tout le monde, il s'agit de respecter la place de chacun, l'ordre d'arrivée de chacun, de ne pas vouloir prendre la place de l'un ou de l'autre et de respecter chacun. C'est-à-dire que moi, j'ai rien à dire en fait sur ce qui s'est passé avant avec l'ex-femme, avec la mère de l'enfant dont je suis aujourd'hui la belle-mère. Techniquement, j'ai pas grand-chose à dire non plus sur l'éducation de cet enfant parce que ce n'est pas le mien. Il a un père, il a une mère, donc ce n'est pas mon rôle. Donc c'est voilà, vraiment rester chacun à sa place en fait. Il y a les parents biologiques de l'enfant. Il y a des beaux-parents qui viennent en plus et c'est magnifique quand il y a de l'amour et que chacun est respecté, chacun est à sa place parce que pour l'enfant, ça fait une dose d'amour en plus. Mais c'est vraiment important que chacun connaisse sa place. Voilà. Moi, c'est un sujet qui me touche aussi particulièrement parce que je suis séparée du papa de ma fille et du coup, elle a un beau-père et elle a aussi une belle-mère puisque son papa a aussi refait sa vie. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel qu'elle n'appelle jamais, du coup, mon conjoint papa. Alors, ça peut lui échapper, c'est déjà arrivé. Mais voilà, c'est quelque chose que du coup, on reprend, qu'on lui dit. Et non, c'est pas ton papa, tu as déjà un papa. Et dans l'autre sens également. Donc ça, c'est vraiment important. Et vraiment important, en fait, que chacun se respecte, que chacun s'écoute. Et que chacun accepte la place qu'il a. Et n'essaye pas, finalement, de prendre une place qui n'est pas la sienne. Voilà, tout simplement. Donc ça peut très très bien se passer, une famille recomposée, quand ces règles-là sont respectées.
Mais voilà, tout en gardant en tête que même si le beau-père ou la belle-mère est plus présent physiquement qu'un des parents biologiques, les enfants restent attachés à leur système familial d'origine. Ils peuvent très bien considérer que ces beaux-parents font partie de leur famille, mais au sens famille de cœur, au sens du système familial d'origine, ils n'en font pas partie. Et c'est OK, en fait. Sinon, ça pourrait être aussi plus compliqué. Ça voudrait dire que les enfants peuvent entrer en loyauté avec 4 systèmes familiaux. Ça fait un peu beaucoup. Et ça rajoute des choses à conscientiser et potentiellement à libérer derrière. La dernière chose dont je voulais parler dans cet épisode, c'est le lien entre l'exploration de la lignée maternelle qui peut guérir des espaces côté paternel. On m'a posé une question par rapport à ça. Comment ça peut se goupiller un petit peu l'idée entre les deux. Là aussi, je réutiliserai cette idée de miroir que entre ce qui se passe, quelles sont les mémoires dans un des deux côtés de la lignée et celle de l'autre lignée, il y a des miroirs, il y a des choses aussi qui rentrent en résonance. En tant qu'enfant, on ne choisit pas nos deux parents par hasard. Et très souvent, même si les choses ne vont pas se manifester de la même manière, il y a des blessures, il y a des loyautés, des poids ou autres qui vont être quand même similaires des deux côtés. Donc forcément, par résonance, lorsque je travaille certaines thématiques d'un côté qui peuvent être douloureuses, par exemple, moi je le disais, j'ai beaucoup exploré les relations amoureuses du côté de la lignée maternelle. J'ai pas encore spécialement été explorée du côté paternel parce que aujourd'hui j'en ressens pas le besoin, je ressens pas de blocage en fait actuellement qui comme je pouvais en ressentir à cette époque-là et qui a fait que j'ai eu le déclic et que j'ai déclenché ce travail-là. Mais voilà, sans doute qu'il y a aussi des choses similaires de l'autre côté, même si pour l'instant, je n'ai pas été creusée, ni de façon consciente en posant des questions, ni à travers les constellations. Donc, voilà, j'ai pas la validation, entre guillemets, de ça. Mais en tout cas, c'est l'idée, c'est ce qu'on dit, qu'il y a des choses des deux côtés et que donc, forcément, si on travaille une thématique, je travaille la question de l'équilibre entre le féminin et le masculin à travers ce que je vais explorer dans ma lignée maternelle, et ben, si un jour il y a quelque chose qui se représente et qu'il faut que j'aille voir du côté paternel, a priori, j'ai déjà pacifié quelque chose à l'intérieur de moi. Moi, je sais que j'ai beaucoup du coup pacifié ma relation au masculin en travaillant du côté maternel. Donc si quelque chose se présente du côté masculin, du côté de mon père, ce sera déjà sans doute plus facile. Et puis au-delà de ça, en faisant ça en fait, de mon côté, en pacifiant cette relation au masculin, j'ai pacifié ma relation avec mon propre père, qui est ma première représentation du masculin, en tout cas celle que j'ai eue quand j'étais enfant. Donc, même sans aller explorer du côté de ma lignée paternelle, est-ce qu'il y a des choses sur le masculin, etc., j'ai pu pacifier ma propre relation avec mon père, ma figure paternelle en elle-même qui représente le masculin et avec qui il y a eu aussi des difficultés à certains moments de ma vie. Donc ça peut aussi se travailler de cette manière-là. Et ça peut être l'inverse. J'explore des choses concernant les femmes dans ma lignée paternelle et je pacifie la relation avec ma mère et donc avec cette énergie aussi du féminin. Donc voilà, soit vraiment des thématiques en miroir, et donc si je les pacifie d'un côté, je les pacifie aussi de l'autre si ça ressort. En tout cas, il y a un espace qui est beaucoup plus apaisé en moi. Soit voilà, plutôt dans les dynamiques de relation. J'ai pas énormément d'exemples à vous partager là-dessus, mis à part celui que je viens de citer me concernant. Je réfléchis en même temps si justement dans les séances que j'ai pu faire dernièrement, il y a des choses qui me reviennent. Mais là, comme ça, pas spécialement. Par contre, il y a quelque chose aussi qui peut être intéressant et qui amène aussi, enfin, je trouve c'est là où justement on peut faire des liens entre les deux lignées et ce qu'on va travailler. C'est que je peux aussi me rendre compte, et là pour le coup je pense à une constellation en particulier, mais je peux aussi me rendre compte que je vais pacifier quelque chose dans la relation à mon père, peut-être parce que je lui reproche des choses. Et en pacifiant ça, en fait, je vais me rendre compte que peut-être ma mère n'y était pas pour rien dans la relation que j'ai eue avec mon père. Alors que peut-être jusque-là, j'idéalisais ma mère, je la mettais sur un piédestal parce que c'était plus facile s'il y avait qu'elle qui était là et que mon père, par exemple, était absent. Et le jour où je pacifie avec mon père le fait qu'il était absent, je me rends compte qu'en fait, peut-être que ma mère a fait en sorte aussi qu'il soit absent à certains moments. Donc,
c'est pas forcément un bon exemple de je pacifie d'un côté, ça pacifie de l'autre, mais ça peut être aussi intéressant justement en transversalité. Je pacifie quelque chose d'un côté et en fait je me rends compte que de l'autre côté, il y a des choses que je ne voyais pas ou que je ne voulais pas voir et qui ont besoin également que je pacifie quelque chose. Donc je dirais pas que ça rajoute des choses, mais que au contraire ça peut venir mettre en lumière certaines choses qu'on voit pas en fait ou qu'on n'a pas envie de voir et du coup en les mettant en lumière d'un côté et peut-être en pacifiant ce qui me semblait le plus difficile à pacifier, je vais pouvoir aussi aller le faire de l'autre côté et ça va apaiser finalement au global en fait mon système familial d'origine et ma dynamique de relation avec mes deux parents. Voilà, je dévie un petit peu de la question de base, mais c'est ce que j'ai pu observer et du coup je trouve ça hyper intéressant de pouvoir le nommer là. Voilà, cet épisode fait déjà 25 minutes, donc je pense que je vais m'arrêter là. J'avais reçu encore 2-3 autres questions, mais je vais sans doute les garder pour un deuxième épisode dans quelques semaines. Reproposer ce format-là, type foire aux questions. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vu que c'est la première fois que je propose ce format. Si c'est pas trop décousu de passer d'un sujet à l'autre, même si évidemment la colonne vertébrale et le fil rouge, ça reste le transgénérationnel, donc je pense que je vous perds pas trop quand même, mais du coup ça fait différents sujets abordés. J'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine parce que, comme je vous disais, avec la retraite ce week-end, je sais et je sens que j'aurai plein de belles choses à vous partager, plein de sujets à vous partager, et puis ne serait-ce que mon retour d'expérience de cette retraite que j'ai très très hâte de faciliter. Voilà. Merci en tout cas de votre patience pour ce podcast et de votre écoute, et je vous dis à la semaine prochaine.